Bonjour à tous, très heureux de repartir pour une nouvelle semaine de live Belco autour des primeurs. Aujourd'hui, c'est l'Éthiopie. Évidemment, je pense que c'est une origine qui est attendue par beaucoup de monde, donc on est très très heureux de vous retrouver aujourd'hui, ce matin, pour ce live. Donc aujourd'hui, on est avec Julien Cadet, directeur commercial de Belco, qui est juste au-dessus de moi d'ailleurs, dans son bureau. Et on a évidemment Jacques Chambrion, le directeur de l'agence Éthiopie. Comment ça va, les garçons? Bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien. Comme tu le disais, on est ravis de vous accueillir ce matin pour ce premier live sur l'Éthiopie. Plus d'une centaine de personnes se sont inscrites, donc ça montre l'intérêt pour cette origine, à la fois par son histoire, mais aussi pour la très grande diversité de profils et tout le travail qu'on peut faire là-bas. Donc je vous souhaite un bon live. Bonjour à tous, je suis ravi de venir présenter l'Éthiopie ce matin. Merci Jacques. Évidemment, d'abord, Jacques, je pense que la première question que tout le monde se pose, c'est évidemment quelle est la situation en Éthiopie par rapport donc au Covid. Le pays est confiné. Enfin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu quand même de la situation actuelle? Oui, d'un point de vue en termes de nombre de cas et de nombre de décès, on va dire que les chiffres sont assez bas. Il n'y a pas trop c'est plutôt calme par rapport à la France. Ensuite, il y a toute une série de mesures de confinement sur la circulation, le nombre de personnes par véhicule, voilà, dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, etc. Mais on va dire que la situation est plutôt maîtrisée, quoi. Donc il y a de la sensibilisation auprès de la population sur les gestes barrières, sur toutes les bonnes pratiques. Et du coup, il semblerait que pour l'instant, ça reste sous contrôle. C'est bien. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est vrai que c'est le genre de pays où on peut avoir peur, évidemment, d'une pandémie qui pourrait se développer plus rapidement, notamment sur les règles de confinement, quoi. Ouais. Après, la vraie crainte, c'est surtout sur les conséquences économiques, quoi. Depuis le début, on sait qu'économiquement, ça va être très difficile. Donc là, ça semble se confirmer que la vraie menace, elle est économique et sociale, quoi. D'accord. Est-ce que cela a eu un impact sur l'activité café? Alors, pas tellement. Pas tellement. Il y a eu ça a un impact, par exemple, sur les envois d'échantillons par DHL, parce que DHL fonctionne de façon anormale. Donc, mais on va dire que sur les usinages, sur les embarquements, Djibouti est resté ouvert. Djibouti a été confiné. Ils ont déconfiné hier, d'ailleurs. Mais on va dire que ça n'a pas trop gêné les exports et la préparation, quoi. Ok. Donc, merci Jacques pour ces précisions et notamment pour ces informations sur l'Éthiopie. Alors, pour vous expliquer un peu comment ce live va se dérouler, on va aborder trois points. On va parler évidemment de l'agence. On va parler aussi un peu de la filière éthiopienne, hein, parce que on sait que les filières sont toujours un peu exclusives pays par pays. Et donc, notamment, l'Éthiopie est quand même particulier dans sa façon de produire et notamment dans sa filière d'un point de vue global. Donc l'idée, c'est aussi de voir ça. Et puis ensuite, on fera un point région par région sur tous les vraiment nouveaux cafés. Enfin voilà, comment ça s'est passé cette année. On sait qu'il y a eu des régions en termes de climatique. On sait qu'il y a évidemment une région où malheureusement on n'a pas pu vraiment beaucoup travailler. Donc tout ça, on va demander ces précisions-là. Donc je vous invite évidemment toutes les personnes qui nous suivent de poser des questions s'ils le souhaitent. En gros, bon après voilà, on a une heure et quart, une heure et demie, c'est possible aussi. L'important, c'est surtout, voilà, vous pouvez poser des questions dès maintenant. Ce qu'on va faire, c'est que, évidemment, si on a des questions, on les lancera, on vous en proposera. Mais l'idée, c'est vrai que c'est aussi pas mal de converser sur les sujets avec Jacques. Et ensuite, on aura une partie finale qui sera vraiment autour des questions que vous pourrez poser. Donc, vous pouvez, en tout cas, dès maintenant, poser des questions, si vous voulez, sur le live. Bon, Jacques, l'agence. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'agence, s'il te plaît? Donc, déjà, elle a été créée en quelle année? Alors, elle a été créée en juillet 2015, exactement.
On avait commencé les travaux de préparation à l'ouverture en septembre 2014, donc ça a pris un certain temps avant l'ouverture. Et donc, ça fait la 6e année. Donc, c'est la 6e année. Ouais. Voilà. Et dès le début, alors au départ, on était 2, donc je n'étais pas tout seul pour l'ouvrir. On était avec Chambé et moi-même. Voilà. Et donc, quel était en fait un peu le but au départ de la création de cette agence? Alors, l'objectif principal, c'était d'améliorer le sourcing en Éthiopie, d'améliorer les qualités aussi importées. Et donc, on s'est assez vite rendu compte qu'il y avait un besoin d'une présence continue pour suivre, pour découvrir tout ce que le pays avait à offrir en termes de terroir, en termes de nombre de producteurs. Il y a plus de 900 exportateurs, je crois, aujourd'hui. Je ne les connais pas tous, évidemment. Donc, il y a une variété assez importante. Il y a tout un travail de sourcing qui doit être fait au quotidien, quoi. Donc, très vite, on a senti que c'était quelque chose de nécessaire, quoi. Donc aujourd'hui, tu dis que vous avez créé ça à 2, donc avec Chambé. Vous êtes combien aujourd'hui dans cette agence, du coup? Aujourd'hui, on est, on va dire, on est 4. Donc, plus du personnel administratif, on va dire, le comptable, etc. Mais on est 4 opérationnels sur le café. Donc, il y a un département qualité avec une Q-grader, donc qui fait tous les contrôles qualité, évidemment les contrôles avant embarquement, ce qu'on appelle les PSS, mais aussi tous les contrôles qualité qui peuvent avoir lieu en amont, donc sur des échantillons de ferme, pendant la récolte, juste après la récolte. Et puis en Éthiopie, tous les cafés convergent à Addis Abeba pour l'usinage. Donc aussi tout ce qui est l'échantillon d'arrivée. Voilà, donc on essaye de suivre la qualité jusqu'à l'embarquement. Voilà, pour essayer d'anticiper les problèmes et puis pour voir comment évoluent les cafés, pour les sélectionner, etc. Donc voilà, donc ça c'est le département qualité. Ensuite, on a deux ingénieurs terrain. Voilà, c'est un peu pompeux, mais on va les appeler comme ça. Donc il y a Chambé qui est plutôt qui a un profil vraiment terrain, qui connaît très bien l'Éthiopie, qui a un très bon contact avec les producteurs, et donc qui s'occupe du relationnel sur le terrain avec les producteurs, sur le suivi, sur les prélèvements d'échantillons. Il s'occupe des prélèvements d'échantillons, il s'occupe de faire des photos, par exemple. Et puis, bien sûr, il y a toute une activité de réception de clients. On a beaucoup de torréfacteurs, on est très contents d'ailleurs, qui viennent visiter nos fournisseurs, notre agence. Voilà. Et puis ensuite, enfin, on a un ingénieur de terrain aussi qui est FUFA. Donc lui qui a un background académique un peu plus. Il a un master ILI, donc il est un peu plus. Voilà, il parle mieux anglais, il est plus. Il a plus un bagage théorique un peu plus important. Donc lui, il va s'occuper plutôt de tout ce qui est toute l'activité, on va dire, de collecte de données, d'écrire des rapports, une activité un peu marketing aussi. Voilà. Et puis ensuite, tout le travail qui vient après la récolte, qui est le suivi logistique, tout ce qui est techniquement le travail d'importation, donc le suivi documentaire, le suivi de la marchandise, etc. Voilà. Et puis il y a moi. Voilà, donc ça fait le 4e. Donc moi, je m'occupe de gérer tout ça. Alors, il faut bien avoir en tête, on n'est pas si nombreux que ça, donc on n'est pas monotâche et donc Ouais, vous êtes transversal voilà. des missions. Voilà, donc c'est pour ça que je disais tous les titres, c'est un peu pompeux, parce que on est un peu dans l'ambiance de petite torréfaction artisanale, quoi. Ah. Voilà. Où tout le monde, voilà, on fait un peu, par exemple, moi, les cuppings sur les contrôles qualité, en principe, on les fait jamais tout seul. Donc, il faut toujours être 2. En principe, c'est Fontaine HM. Voilà. Donc, en ce moment, il y a des protocoles particuliers en raison du Covid, donc il n'y a plus qu'une personne qui capte.
pour des raisons sanitaires. Mais en principe, voilà, pour le cupping, c'est un bon exemple. On est toujours un petit groupe, quoi. Et plus ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de cupper ni la formation pour, il y a un travail de formation, quoi. Donc on est en général sur un cupping, en principe, en temps normal, on est 2, 3, 4, en fonction des gens qui sont présents dans le bureau. Voilà, c'est un bon exemple. D'accord. J'ai une question intéressante de Leslie Gontard qui nous demande quelle est la relation en fait que tu peux avoir avec les producteurs, que ce soit donc évidemment par le biais de Tchambé ou de Foufa ou toi-même sur le terrain. Est-ce que tu peux nous en dire un peu parler? Déjà, on essaye un peu la marque de Fabrique Belco, c'est de ne pas acheter uniquement sur table. Donc, il y a un gros travail de connaissance. On apprend à se connaître. Je ne sais pas comment dire autrement. Donc, on essaye de connaître l'histoire déjà du producteur, la façon dont il travaille. Donc, ça demande beaucoup de présence sur place, sur le terrain. Effectivement, il y a beaucoup d'échanges. Il faut se comprendre. C'est pas si évident. Même entre quelqu'un comme Foufa, par exemple, qui a une formation théorique assez poussée, et puis un producteur, peut y avoir beaucoup d'incompréhension sur les mots, sur les concepts, etc. Donc il y a un travail d'échange, de discussion, et puis de collecte d'informations sur la façon dont le café est produit, sur les différentes qualités, les process. Il y a aussi un travail de formation qui peut être mené. Ça peut être Marjorie qui vient donner une formation pendant quelques semaines, par exemple pour qu'un producteur développe un nouveau process, par exemple du honey ou des choses comme ça. Ça peut être. Je me permets juste, Jacques, de rappeler Marjorie Kandjoura, donc, qui est ingénieure agronome et qui est responsable de l'agence Salvador. C'est juste pour la présenter, Jacques, je ne voulais pas te couper. Je voulais juste rappeler Marjorie, d'ailleurs, qui aura un live juste après sur le Guatemala avec Jacqueline Ovalet en direct du Salvador. Donc, du coup, ce vrai travail de terrain, c'est quelque chose qui est très important. Du coup, vous êtes la plupart du temps sur la route, finalement, Jacques, que ce soit Chambé. On passe beaucoup de temps en dehors d'Addis, effectivement. Donc, soit moi, soit Chambé, soit Foufa. On va dire que c'est très saisonnier, quoi. C'est-à-dire qu'entre juin et septembre, il pleut beaucoup, donc en général, on ne se déplace pas trop. Et ensuite, après, à partir de février jusqu'à mai-juin, c'est la période des embarquements. Donc, il y a aussi le travail, il est essentiellement à Addis, dans la mesure où les cafés sont usinés à Addis. Usiner, ça veut dire préparer pour l'export. Hein. C'est une espèce de triage. Ça, c'est un point assez important, je trouve intéressant. Il n'y a pas d'usinage, donc la constitution des sacs, le dry mill aussi, comme on dit, en dehors d'Addis. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des opportunités? Oui. Tout se fait à Addis, sauf les cafés de Harar qui se font à Dire Dawa, pour des raisons géographiques et historiques. C'est-à-dire que Dire Dawa, c'est à côté de Djibouti, donc ça n'avait pas de sens de ramener les cafés à Addis Abeba. Mais sinon, tous les cafés, les Jima, les Sidama, les Yirgacheffe, tous les autres cafés d'Éthiopie convergent à Addis Abeba, où ils sont usinés, mis en sac pour l'export, et puis emportés dans les conteneurs, et ça part pour Djibouti ensuite. Donc, il y a une phase vraiment de transport donc des cerises séchées ou des parches vers Addis, de l'espace de production, donc de séchage après le stockage pour ensuite Oui, bien sûr. Alors, juste techniquement, ça vient en parche pour les laver et les natures sont décortiquées, donc ils arrivent en café vert. D'accord. Voilà. C'est pas très grave. Voilà, donc oui, il y a un gros. On va dire c'est une logistique assez impressionnante, quoi, parce que ça vient d'un peu partout dans la moitié sud du pays, sud et ouest, bien sûr. Voilà, donc c'est quand même. Donc localement, il y a des agences, il y a l'autorité du thé et du café, il y a les ICX, le Clou qui donne les certificats de qualité, il y a tout un maillage du pays et qui aboutit à faire converger tous ces cafés à Addis Abeba. Voilà.
Alors ça, c'est intéressant. Ça me permet évidemment de profiter de ta réponse pour faire un peu une transition autour de la filière. Du coup, bon, voilà, tu me diras pas le contraire. C'est vrai que c'est toujours un peu particulier de pays à pays, mais est-ce que tu peux nous parler un peu voilà, des systèmes de production avec qui tu échanges, voilà, quels sont finalement les interlocuteurs avec qui tu converses la plupart du temps, hors producteur évidemment. Alors, le profil type du producteur éthiopien, c'est un petit producteur. En général, ils ont moins de 10 hectares. Donc, c'est un petit producteur. C'est une production dans un cadre de polyculture. Donc, en général, ils ne font pas que du café. Donc, ça, c'est l'immense majorité. Ensuite, il y a des gens qui possèdent des plantations de 10, 20, 30 hectares, qui, en fait, d'un point de vue technique, travaillent quasiment comme les petits producteurs, c'est-à-dire qu'ils ont recours, c'est très intensif en main-d'œuvre. Et puis après, il y a la plantation, on va dire, de type industriel, très grande. Donc ça, c'est 2 ou 3% du total, donc c'est assez résiduel. Nous, on ne travaille pas avec ce genre de plantation, par exemple. Donc, voilà. Donc l'immense majorité, c'est des petits producteurs qui ont entre 1 et 10 hectares, quoi. Donc, ils ont une aire de séchage. Est-ce qu'ils ont des infrastructures aussi pour faire du lavé? Enfin, j'imagine qu'il y a un peu de tout possible. Alors, en fait, en Éthiopie, pour les natures, enfin, en gros, pour tout ce qui nous intéresse, nous, qui est la filière de café de spécialité, ça marche on appelle ça des stations de lavage, qui sont la propriété d'un collecteur ou d'une coopérative. Les stations de lavage ou les stations de séchage pour les natures. C'est-à-dire que le producteur va livrer des cerises, voilà, des cerises qu'il a cueillies, soit à la coopérative, soit à la station. Donc il y a des contrats qui sont signés entre quand c'est des collecteurs, des contrats sont signés entre le producteur et le collecteur. Ils ont un statut qu'on appelle outgrowers. Donc il y a donc ces contrats permettent des certifications bio, ça encadre toutes les relations, on va dire commerciales entre le collecteur et le producteur. Par exemple, il y a tout un système de paiement après de ce qu'on appelle les seconds paiements, c'est-à-dire après la campagne, après la récolte et les exports, en fonction des bénéfices qui sont faits à l'export. Donc voilà. Donc il y a pas de. Alors pour les natures commerciaux, les producteurs vont toujours sécher quelques cerises qui vont soit consommer eux-mêmes, soit garder un peu comme un compte d'épargne, c'est-à-dire qu'ils vont vendre en fonction des besoins, par exemple pour payer une consultation médicale, Ah oui, au compte-gouttes. Ils en vont. compte-gouttes, en fonction des prix. Donc là, mais en général, ces cafés-là, c'est des cafés qui ne sont pas très qualitatifs et qui finissent souvent sur le marché local. Et à qui appartiennent ces structures ces stations de lavage? Ça appartient au principe de la coopérative? Ça peut être une coopérative, ça peut être un privé, quoi, un collecteur, Akrabi en Amérique. Donc ça peut être voilà, ça peut être soit coopérative, soit un privé, qui a une licence de collecteur. Et donc oui, donc ça veut dire que tous les process sont quand même assez, on va dire, concentrés. Alors, l'avantage de ce système-là, c'est que ça permet d'avoir un meilleur contrôle sur la qualité. C'est évident que si, par exemple, pour faire un lot de nature, si vous avez, comme c'est tous des petits producteurs, les lots sont assez petits par producteur. Donc, si vous devez construire un lot en Éthiopie, c'est minimum 30 sacs pour l'ICX, par exemple. Donc, vous pouvez avoir besoin de 3, 4 producteurs. Et donc, c'est assez simple à comprendre. Si vous avez 4 lieux de séchage, ça vous fait potentiellement 4 façons différentes de sécher. Ça peut affecter la régularité du lot, ça peut affecter la qualité, voilà, le nombre de défauts, etc. Donc, le fait de concentrer, ça permet d'avoir un meilleur contrôle sur la qualité et une espèce d'uniformisation voilà, des procédures. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, c'est très clair.
Tu parlais de l'ECX. Est-ce que tu peux nous parler un peu du rôle de l'ECX et puis des évolutions ces dernières? Il y a eu des évolutions de la filière à ce niveau. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors en fait, oui, en Éthiopie, il y a deux filières. On va dire qu'on va appeler une la filière directe et la filière ECX. Donc il y a eu une réforme en 2017, donc il y a 3 ans maintenant, sur les conditions pour pouvoir exporter, ça a beaucoup évolué. Donc pour parler de l'ECX, en fait l'ECX c'est une bourse de matières premières agricoles avec un contrôle des lots, et ça permet de sécuriser les paiements entre les relations entre exportateurs et collecteurs. Donc il y a un côté vraiment, on va dire, financier. Il y a des cours évidemment, et puis après il y a tout un aspect logistique. Dans chaque région il y a un entrepôt, et ça permet de faire converger, d'organiser le flux de café vers Addis. Donc il y a un double intérêt. Et puis enfin, la raison de la création des CX, ça a été aussi de pouvoir avoir une meilleure, pour les autorités, de mieux contrôler les filières, et donc de mieux les taxer. Donc c'est un outil de contrôle, voilà, et de sécurisation des transactions. Donc c'est une bourse, tout simplement. Donc techniquement, dans cette filière-là, vous avez le collecteur ou même un producteur qui va préparer des lots de café, minimum 30 sacs, et qui va ensuite les emmener aux enchères à SIX. Et donc ensuite, aux enchères, il y a des cours quotidiens, et des exportateurs vont venir acheter des lots, voilà, en fonction de leurs besoins. Donc ça, c'est la filière SIX. Jusqu'en 2017, on n'avait pas de traçabilité autre que l'appellation, le type et le grade. Donc en 2017, depuis 2017, quand un exportateur achète un lot à l'ICX, il va connaître, l'ICX est capable de lui donner le nom du collecteur. Donc, ça a amélioré la traçabilité. Voilà, on peut avoir de la traçabilité, une traçabilité tout à fait correcte avec ICX. Par contre, comme c'est un système d'enchères, on n'est pas sûr de pouvoir stabiliser des relations commerciales dans le temps. Pour nous, par exemple, c'est un risque sur le… voilà, si quelqu'un peut toujours arriver, payer plus cher et prendre le lot. C'est un problème sur la stabilité des rapports. Oui, c'est un peu l'antithèse un peu de notre philosophie quand même, puisqu'on est Voilà. vraiment dans cette idée de relations durables. C'est une logique de marché, effectivement, on achète en fonction du cours, même si on paye un peu plus. Voilà. Donc ça apporte de la traçabilité, mais ce n'est pas satisfaisant en termes pour nous, hein. Je parle pas en général, pour nous, ce n'est pas satisfaisant en termes de rapport aux producteurs. Pour aller chercher toutes les connaissances dont on a besoin pour justement raconter cette histoire qui va avec le café et puis avec la tasse, quoi. Donc, voilà. Et donc, parallèlement à cette filière SIX, il y a cette filière directe. Depuis la réforme de 2017, tout producteur, quelle que soit sa taille, avant il y avait un minimum d'hectares à posséder pour pouvoir exporter, la limite était de 35 hectares. Aujourd'hui, c'est tombé il n'y a pas de limite. Donc n'importe qui, en théorie, peut exporter. Après, économiquement, ça fait pas sens pour quelqu'un qui possède 10-15 sacs de prendre une licence, d'exporter. Le transport, l'usinage, etc., ça va représenter un coût trop important. Donc il y a un frein quand même, on va dire, dans la réalité, dans le concret, au fait à ce que tout le monde prenne une licence d'exportation. Mais donc c'est possible. Et ensuite, les stations de lavage qui autrefois étaient exclues des filières directes peuvent aussi prendre aujourd'hui, les collecteurs peuvent prendre des licences d'exportation et exporter directement depuis leur station. Donc là, tu parles de la licence d'exportation qui a évolué en 2017. Oui. Du coup, bon, c'est vrai que ça, comme tu dis, il n'y a pas trop d'intérêt. Ça exclut un petit peu le producteur qui a en effet pas énormément d'hectares de production. Mais du coup, tu
C'est ça. Donc aujourd'hui, les collecteurs et notamment donc les stations de lavage, eux, ont la possibilité aujourd'hui d'exporter en direct et donc d'avoir une traçabilité, en tout cas au niveau de la station de lavage, quoi. Et donc du coin, quoi, de la zone. Et une station de lavage, en moyenne, ça produit entre 5 et 7 containers, quoi. Donc il y en a des plus grosses qui peuvent monter à 10, 12, mais on va dire que raisonnablement, 7, c'est la limite. C'est ce que fait la plupart des stations. Est-ce que, pour rebondir donc, sur cette licence qui est extrêmement intéressante, est-ce qu'il y a eu des nouvelles dispositions enfin, donc j'imagine qu'on est en évolution permanente, évidemment, au niveau des avancées, donc, que ce soit au niveau de l'État ou en tout cas administrative. Est-ce que il y a des nouveaux mécanismes qui ont été mis en place, par exemple cette année ou, Oui, bien sûr. Enfin, les 3 dernières années. Enfin, alors, juste pour finir sur les filières directes, il y a aussi possibilité pour un exportateur de faire un contrat avec un collecteur, une station de lavage, une plantation, un producteur, peu importe, pour accéder directement au café. C'est-à-dire que le collecteur ou le producteur n'a plus à déposer son lot aux enchères, à amener son lot aux enchères à l'ICX. Il peut livrer directement son café à l'exportateur si le prix payé entre l'exportateur et le collecteur est supérieur au cours du marché, au cours ICX. Donc si on paye un prix premium, on a accès, un exportateur peut avoir accès en direct à tous les cafés. Et là, du coup, on retombe sur un système qui peut éventuellement nous intéresser parce qu'on peut on peut contractualiser des choses, quoi. Et donc avoir un accès direct au café. Et puis voilà, juste pour finir sur les filières. Cette année, il y a une. En fait, en Éthiopie, structurellement, il y a un manque de devises, un manque de dollars. Donc, vous avez toute une série d'exportateurs qui font du café pour obtenir des devises. C'est un moyen. Le café représente 29% des exportations. Donc, il y a pas. C'est vraiment la première chose. Par exemple, je suis importateur de matériel électronique, comme par exemple des gens comme Snap. La première chose à laquelle je vais penser si j'ai besoin pour accéder à des devises, c'est de me mettre à exporter du café. C'est la chose évidente pour tous ces gens-là. Et donc, le problème de. Donc, j'en ai cité un, mais il y en a, ils sont très nombreux dans ce cas-là. Voilà. Donc le problème d'une partie de ces acteurs, c'est qu'ils avaient tendance à vendre en dessous des prix de revient et ils compensaient leur perte par les imports. C'est-à-dire qu'on perdait, je sais pas, on acceptait de perdre 20 cents par livre sur le café et puis gagner le double ou le triple en important du matériel, des vêtements, en tout genre. Du coup, ça avait un effet assez négatif sur la filière parce que, évidemment, ça coupe les capacités d'investissement. C'est un problème sur la professionnalisation des équipes, c'est-à-dire que les gens sont là, mais ils ne sont pas forcément très intéressés par le café, ni formés, ni le seul argument, c'est le prix. Donc, il y avait de la destruction de valeur. Et donc, les autorités ont mis en place un système de prix minimum quotidien, qui est remis à jour quotidiennement pour les contrats de café à l'export. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous signez un contrat avec un exportateur, l'exportateur va aller enregistrer son contrat à la Banque nationale et la Banque nationale va contrôler le prix de vente et s'assurer qu'il est supérieur au prix plancher fixé par rapport au contrat et au cours de la veille. Voilà. D'accord. Et donc, oui, excuse-moi, c'est extrêmement technique et donc du coup assez complexe. Oui, vas-y. L'idée à retenir, c'est qu'il y a un prix plancher qui évidemment fluctue parce qu'il est fonction des cours de la veille pour aller vite et des contrats signés la veille et qu'on ne peut pas signer en dessous de ce prix plancher. Et donc, l'objectif de ça, c'est d'essayer d'empêcher à ce que des
des exportateurs, justement, vendent à perte pour accéder à ces devises. En gros, c'est l'idée qu'il faut retenir. C'est-à-dire que maintenant, donc ça a eu tendance, clairement, sur les filières de spécialité, ça n'a pas tant d'impact que ça. Sur les qualités plus commerciales, ça a un gros impact. Par exemple, des Sidama grade 2, les Jabana, par exemple, les grade 4. Là, on a une grosse... il y a un gros impact. Des cafés qui sont beaucoup... On va dire c'est des cafés très, très populaires, très répandus dans le monde. Donc voilà, prix plancher minimum. Hein. Oui, c'est vrai que c'est une sacrée avancée. Jacques, je te propose de partir un petit peu sur les projets de l'année. Julien, je te laisse prendre la main là-dessus. C'est vrai qu'on a eu une année quand même assez particulière, un petit peu différente d'un point de vue climatique. Donc, je te propose de faire un petit point, notamment aussi par rapport au café qu'on a reçu pour les primeurs. Qu'est-ce qui s'est passé au Walaga cette année, Jacques? On n'a pas de Walaga? Alors, oui, Walaga, il y a des problèmes il y a des problèmes, on va dire, de politique. C'est une zone de conflit, on va dire. Donc, ça rend difficile tout ce qui est production de grade 1. Tout ce qui demande beaucoup d'attention, voilà, de l'investissement, c'est compliqué. Par exemple, la coopérative primaire de Hénin n'a pas ouvert cette année. Et voilà, donc pour des raisons sécuritaires. Donc on a des cafés, mais des cafés des grades 2, des grades 3, des cafés qui sont un peu plus faciles à gérer. Voilà. C'est la principale raison, c'est celle-là. C'est-à-dire que la situation, le contexte politique, sécuritaire. Donc, n'a pas permis de créer des lots qualitatifs, en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a du café, donc tu as des grades 2, des grades 3, etc. Mais on n'a malheureusement pas pu avoir cette opportunité d'avoir des cafés. D'accord. Non, nous, d'habitude, c'est un endroit où on a fait quand même beaucoup de suivi. Historiquement, on est présent. On est allé. Moi, j'y suis pas allé, par exemple. Ouais. Chambé, je rappelle, est originaire Chambé est originaire de là-bas, donc il a pu y aller, mais même y aller 2 fois de mémoire. Donc c'est quand même très peu sur une saison. Et puis quand on y va, il y a toute une série de contraintes, des checkpoints, voilà, toute une série de contraintes en tout genre qui font qu'on ne peut pas travailler de façon sereine et normale. Et donc si c'est comme ça pour nous, il faut imaginer que pour les gens, pour les locaux, c'est encore pire. Donc c'était des contraintes qui pèsent sur par exemple, quand vous collectez du café, eh ben, il faut beaucoup de cash. Donc les collecteurs ont peur d'avoir du cash dans les mains, dans les campagnes. Donc du coup, la collecte se fait pas forcément très bien. Donc, on peut rater les meilleures cerises, on peut rater ce genre de choses, quoi. Les paysans ne livrent pas, ne vont pas forcément cueillir. Ils se disent pourquoi j'irai cueillir, j'ai pas de débouché, j'ai pas de. Donc toute la filière est impactée par ce contexte. Pas seulement les acheteurs comme nous, un peu extérieurs, mais chaque acteur est aussi contraint fortement par cette situation. Voilà. Ok. Donc, et après, on a une région pour les primeurs où on a un grand nombre de cafés, donc la région de Jima, Kafa, Sheka également. Est-ce que tu peux nous parler des nouveaux partenariats que nous avons sur cette zone, pardon, et puis des projets que nous avons menés également? Alors, dans ces régions, on continue à développer la gamme de cafés proposés issus de ces régions. Donc on travaille pour la 3e année consécutive avec, on va dire, un groupe, trois producteurs. Quoi. Donc deux qui se trouvent à Goma et à Guéra. Et il y a une plantation, une ferme qui se trouve à Limukwasa. Donc là, on est dans la région de Jima. Donc on va dire que c'est des gens qu'on commence à connaître,
on a formé sur certains process type ONI. Donc, on a peu de surprises sur ces cafés-là, on va dire. Ça devient un classique chez Belco. Ce qu'on a fait aussi, c'est que comme on n'a pas pu avoir de grade 1 lavé et nature en philo, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des lavés à deux coopératives de Goma et Guerra, qui sont du Romina et Nanochala, qui sont un peu aussi des noms assez connus et fameux, donc avec qui on avait déjà travaillé dans le passé d'ailleurs. Donc on a ces deux cafés, ces deux coopératives à proposer cette année par rapport à l'année dernière. Juste un point de précision, dans la région de Jima, les cafés lavés sont exportés sous l'appellation Jima et L'inverse. les cafés lavés sont exportés sous l'appellation Limou et les natures Jima. Et par contre, ils viennent du même endroit, c'est-à-dire d'une même plantation, chez un même producteur. Par exemple, on a les Kalichifa qui fait du Oni, du lavé et du nature. Les lavés s'appellent Limou et les natures et Oni Jima. Ah, donc Oni prend l'appellation Jima. Ça, je ne savais pas en fait. Ouais, bah, c'est une méthode sèche. C'est une méthode. Oui. Non, mais Tu parles de Oni, Jacques, c'est quelque chose qui est assez novateur en fait en Éthiopie. Il y a très peu de Oni qui sont faits. Comment est né ce savoir-faire en fait? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel nous on s'est impliqué également pour développer ça? Avec Mustapha Mohamed Ali et Khalid Chifa, par exemple, on a formé ces deux personnes pour produire des Oni. Donc c'est un travail qui a été fait par Marjorie. Et donc juste pour revenir rapidement, en petite parenthèse, à l'agence, on a dit tout à l'heure qu'il y avait on va dire un département qualité, terrain, agronomie, etc. Et donc ces départements dialoguent avec les autres départements qualité, agronomiques, etc., qui sont de Belco, qui sont soit en France, soit en Amérique centrale. Donc il y a une voilà, c'est juste pour expliquer pourquoi Marjorie se retrouve en Éthiopie. Donc ça permet justement de ce genre de choses, d'introduction de nouveaux process, d'amélioration de qualité. Et donc pour le Oni précisément, Marjorie est venue, je crois que la première fois c'était il y a 4 ans maintenant. Et donc on a formé Mustapha Mohamed Ali pour faire des Oni. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez maîtrisé qui plaît beaucoup aux producteurs parce qu'un Oni, ça met quand même un peu moins, ça sèche plus vite qu'un nature. Alors, je me permets, je trouve ça tellement intéressant quand tu parles de ça, parce que tu as un intérêt aussi bien pour le producteur que pour nous, évidemment. Donc, c'est vraiment quelque chose à double sens. C'est-à-dire vraiment, il y a un intérêt aussi pour le producteur de faire du Oni. Bien sûr, hein. Il y a un double intérêt. C'est-à-dire que le fait que ça sèche plus vite, ça permet d'avoir moins, avec le même nombre de lits de séchage, de tables de séchage, de faire plus de café. Donc ça permet soit on fait le même nombre de café, mais on a moins de tables, donc on réduit les coûts, soit on fait plus de café, et donc il y a un vrai intérêt pour le producteur. Pour nous, évidemment, ça nous permet de proposer aux torréfacteurs de la filière artisanale des cafés un peu plus originaux, plus spécifiques, un peu plus différenciants. Voilà. Et puis enfin, on fait aussi, parce qu'il y a un profil de tasse aussi, ça vient enrichir la palette Aromatique. Ouais. Donc c'est intéressant. Voilà. C'est un travail aussi qu'à l'avenir, on souhaiterait impliquer les torréfacteurs. Par exemple, un torréfacteur qui achète des volumes assez conséquents à un producteur tous les ans, on peut très bien imaginer qu'il y ait on l'a fait cette année avec un de nos clients, qu'il y ait on va dire une collaboration pendant la récolte, sur certains process, sur des expériences, voilà. Donc cette année, on l'a fait chez Khalid avec un torréfacteur français. Donc il a fait des expériences sur des fermentations
en anaérobie, donc sans oxygène en cuve. Voilà, sur des volumes très petits, mais ça permet de raffermir le lien entre les différents acteurs, et ça permet aux producteurs d'acquérir des nouveaux savoir-faire aussi. Voilà. Donc, voilà, c'est Je me permets, j'ai une question d'un auditeur. Les process Sony qui sont réalisés, c'est quoi? Ce sont des blacks, c'est yellow. Bon, c'est Oni déjà, ce qui est déjà pas mal évidemment pour l'Éthiopie. en principe, ce sont des blacks, donc avec un maximum de mucilage. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les cerises n'ont pas le même taux de mucilage. Sur le même arbre, donc en fonction du moment où on va accueillir, on aura plus ou moins de mucilage. Mais on essaye, ce qu'on fait, c'est on dépulpe et on essaye de garder un maximum de mucilage. C'est aussi pour ça que c'est fait sans eau. C'est pour garder si par exemple on fait un yellow honey, souvent les yellow honey, les producteurs utilisent de l'eau. Parce qu'effectivement, quand on fait, juste pour expliquer rapidement, quand on fait du honey sans eau, ça veut dire qu'il y a un gros travail de nettoyage de la dépulpeuse. Ça colle, il faut s'arrêter, enfin, ça hache le travail. Et alors que si vous mettez un peu d'eau en même temps que vous dépulpez, ça permet de produire plus. En fait. Ça accompagne, ouais. Donc le fait de faire du honey, du vrai honey, c'est-à-dire sans méthode sèche, ça permet de garder un maximum de mucilage. Et par contre, ça empêche de produire non plus. On ne peut pas faire des quantités. On fait moins de quantité, on est moins productif. Mais disons qu'on n'est pas au point où on règle les machines pour garder. Alors l'autre difficulté aussi, c'est qu'en Éthiopie, c'est quand même compliqué sur une parcelle, vous avez toujours 2, 3, 4 variétés, quoi. Parfois, souvent qui ne sont pas identifiées d'ailleurs. Donc vous avez des tailles différentes, vous avez au-delà de la cerise, du moment où vous cueillez, ce que j'ai dit tout à l'heure, a un impact sur le taux de mucilage autour de la parche. Et en plus, vous avez des variétés différentes. Donc pour régler les machines, c'est assez problématique, quoi. Donc il y a un travail de triage manuel des cerises avant le dépulpage qui est assez important. Mais là encore, c'est plutôt positif parce que ça permet de faire des process sur des cerises de bonne qualité. Voilà. Ok, merci Jacques. Dans une région aussi dont on parle de plus en plus, c'est Kaffa. On a cette année 2 nouveaux producteurs qui sont Zinabou et Aptamou. Est-ce que tu peux nous parler déjà comment cette relation est née avec Belco et quelles sont la typicité de ces cafés, des cafés de cette zone? Alors, l'année passée, en fait, on travaille au CAFA depuis 3 ans, depuis la réforme de 2007, en fait, qui nous a permis d'avoir accès à des producteurs qui correspondent plus à qui produisent des cafés qui nous intéressent. Parce qu'au CAFA, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une région où vous avez des très grandes concessions de 2000 hectares. Et donc, jusqu'à la réforme, c'était essentiellement ces gens-là qui exportaient. Avec la nouvelle réforme, on a pu avoir accès à des gens qui ont des plantations plus petites, c'est-à-dire en dessous de 100 hectares, 50 hectares. Donc, on avait commencé à travailler avec une plantation qui s'appelle Tatmara il y a 3 ans. Et grâce à un torréfacteur qui était prêt à payer un prix assez élevé pour ces cafés, on a été capable d'offrir je crois l'année dernière, c'était le prix le plus élevé dans la région. Voilà, donc maintenant on est connu au CAFA. Donc c'est une région où on souhaitait aussi nous se développer par ailleurs, et on a été bloqué par le profil des producteurs. Et donc depuis 2 ans, en fait, on est en contact avec des producteurs avec des produits qui nous intéressaient, donc plus petits, plus qualitatifs. Et donc on discute depuis avec Zinabou et Aptamou, ça fait presque 2 ans et demi maintenant. Et donc cette année, on a franchi le pas. On a fait un lot de nature, un lot de lavé chez ces 2 producteurs. Alors pourquoi le CAFA? Le CAFA,
c'est une région forestière, historiquement. C'est une des régions alors, d'origine du café. Il y a il y a une réserve de biosphère, donc il y a beaucoup de variétés endémiques sauvages. Donc on va dire, c'est un des lieux d'origine du café, c'est le lieu de naissance du café. Donc c'est une région très intéressante pour ça, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des très belles forêts conservées et il y a tout un patrimoine, on va dire, biologique sur les variétés qui fait qu'il y a des choses intéressantes, quoi. Donc par exemple, le Wouch-Wouch, c'est le nom d'un village au sud de Bonga, quoi. Donc le Wouch-Wouch, c'est le plus connu, mais il y en a beaucoup d'autres, quoi. Voilà. Donc on discute avec alors Zenabou et Atamou. Zenabou, c'est un ancien prof de chimie qui, qui a repris qui a pris une concession et qui s'est mis lancé dans la caféiculture. Donc c'est aussi quelqu'un qui à la fois qui est de là-bas, donc qui a un peu ce bagage des gens, mais qui a aussi une espèce d'ouverture sur le monde qui fait qu'il comprend voilà, ce que c'est que ce que vont demander les acheteurs de café de spécialité. Et donc c'est relativement simple de travailler avec des gens comme ça. En termes de profil, de profil aromatique sur ces cafés, par exemple, ça va. Alors au café, on a des choses assez. C'est des cafés qui ont du corps en général, qui ont des corps un peu crémeux souvent. On a beaucoup de fruits, c'est très gourmand, mais des fruits tropicaux, et puis des notes florales. Donc c'est des profils, qui, à mon avis, sont assez plaisent beaucoup. Et donc c'est très qualitatif. Voilà. Et puis c'est produit aussi dans un système. Ça rentre dans les cafés de forêt. On n'a pas parlé jusqu'à maintenant, mais ça vient aussi enrichir notre marque café de forêt. Voilà. Donc c'est des gens avec qui aussi qui ont qui font plusieurs process. Par exemple, Zinabou, cette année on n'a acheté que des natures, mais l'année prochaine il aura des lavés. On peut aussi on envisage de lui faire faire un peu de honey, voilà, d'avoir un peu plus de diversité dans ce qu'il est capable d'offrir. Voilà. Bon, Donc, surtout, juste un mot, c'est des gens aussi qu'on accompagne beaucoup comme c'est des gens qui n'ont jamais exporté avant. Un importateur classique n'aurait pas accepté de travailler avec ces gens-là finalement. Parce que ça demande beaucoup de travail, de suivi, de support documentaire. Il y a un travail, beaucoup d'explications sur ce que c'est qu'un contrat à l'export, ce qu'on demande. Donc il y a beaucoup de suivi. Donc ça, c'est beaucoup Chambé, Foufa et moi-même qui le faisons. Et également sur la qualité finalement, parce qu'on est sensibilisé énormément sur le côté qualitatif. Donc voilà, c'est des gens qui. Et donc c'est des gens, ce genre de profil d'exportateur, sans l'agence, finalement, on n'aurait probablement pas pu travailler avec ces gens-là. Parce que ça demande un travail quotidien de terrain. Voilà. très bien. Surtout, alors n'hésitez pas à nous poser des questions. On prendra le temps d'y répondre, Jérémy et Jacques et moi-même. Autre grande région, Jacques, c'est toute la région caféière du sud, pardon, Sidama, Gouji, Yirgacheffe, le contexte était très particulier cette année, notamment à cause des pluies. Est-ce que tu peux nous parler des cafés que nous avons pu acheter cette année, zone par zone, notamment Sidama, je pense à Daye Benza, qui sont les nouveaux partenaires avec qui nous travaillons cette année également. Est-ce que tu peux nous parler de ces cafés? Alors, dans le sud, en général, les rendements étaient assez faibles cette année. Tout ce qui est la région Guédéo, qui est la région de l'appellation Yirgacheffe, Guédéo, Sidama, tout Gouji. Alors, normalement, on est aussi dans un cycle végétatif bas. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a eu des rendements assez élevés, donc c'est aussi normal, de toute façon, d'avoir des rendements plus faibles cette année. S'ajoute à ça, il y a eu des précipitations, on va dire, abondantes, plus qu'abondantes. On était à 200%
de plus que la normale sur la fin de l'année 2019 et sur le début de 2020. Donc il y a beaucoup plu. Il y a eu toute une série de phénomènes qui sont plus ou moins liés, dont vous avez probablement entendu parler, c'était les criquets par exemple. Donc c'est globalement pour le pays, c'est un peu une catastrophe parce que ça fait baisser le rendement bon, pour les céréales par exemple, c'est une vraie catastrophe. Pour le café, c'est pas bon non plus. C'est pas bon pour la qualité parce en fin de maturation, on a besoin d'un peu de pluie pour que le fruit soit bien juteux, mais on a besoin aussi de soleil pour mettre du sucre, pour finir la maturation. Donc s'il n'y a pas assez de soleil, on a des taux de sucre qui sont très bas dans les cerises. On l'a observé, nous, parce qu'on fait beaucoup de prélèvements, on fait beaucoup de ce genre de choses, donc on a observé ça. Donc on a des fruits il y a des rendements plus faibles et des fruits de moins bonne qualité. Et donc ça réduit le spectre pour les cafés que l'on achète. Par exemple, pour le Niala, on vise les récoltes, ce qu'on appelle la deuxième passage. En gros, il y a 3 passages. Et donc, le premier et le dernier sont de qualité inférieure et les meilleures cerises sont celles du milieu. Et donc, nous, on vise ces cerises-là. Et donc, forcément, ça rétrécit tout ce contexte climatique et puis ce cycle végétatif. On rétrécit cette deuxième cueillette. Donc, il y a eu un impact mécanique sur le prix des cerises. Comme les céréales aussi la culture des céréales est très impactée par ces précipitations, il y a une forte inflation globale sur tous les prix du pays. Donc en moyenne, sur un glissement annuel, c'est 20% cette année. Donc en gros, on est à peu près 2 fois plus que d'habitude. Et sur les biens alimentaires, c'est 30%. Donc ça veut dire que globalement, c'est un pays où la majorité des gens sont au seuil de subsistance. Donc ce genre de phénomène, ça a un impact tout de suite sur tous les prix, sur tous les salaires des journaliers. Donc ça range. Globalement, les prix des cafés de qualité, encore une fois, ils ont explosé. Donc sur les Sidama, les Goji, les Chefé. Je ne sais pas si c'est clair. Mais voilà, donc l'idée c'est qu'il y a un contexte un peu difficile et puis une année qui n'est pas une très bonne année globalement ça ne sera pas cette année qu'on va avoir les meilleurs cafés en Éthiopie, quoi. Donc voilà. Alors on a beaucoup développé cette région-là. Personnellement, c'est une région que je connaissais moins que l'ouest du pays. Donc c'est pareil, Jean Bey, il est aussi originaire de Oualaga, donc c'est une région que l'équipe globalement connaissait moins. Fantanesh a beaucoup travaillé à Tech Quality Advisor pour TechnoServe dans le sud du pays, donc c'est une région qu'elle connaît bien. Donc on a une équipe on a essayé de compenser nos faiblesses, mais c'est une région aussi qu'on connaissait moins, donc c'était pas notre priorité les années d'avant. Donc là, on a fait un gros travail sur les Sidama et les Bougies. Sur les Sidama, on travaille toujours avec Abensa, qui est en zone Sidama avec la station de lavage de Moplaco, d'Eleana. Donc là, on continue, on a des Oni, on a des Labés, des Natures qui sont de très bonne qualité. Et donc, des cafés très qualitatifs, qui sont bien préparés pour le specialty, des lots pas trop gros, un peu innovants. Par exemple, elle a fait un Oni sur des cerises oranges, c'est assez intéressant. Voilà, donc des choses intéressantes. Et puis, on a aussi commencé une relation avec Daye Bensa. Alors, Daye Bensa, c'est le nom d'un Woreda, et c'est aussi le nom d'une société. Donc, Moplaco a une station à Bensa, et enfin, donc Daye Bensa, ça appartient à Safa Dukamo. Donc c'est une société, il possède 10 stations de lavage et une petite plantation d'une trentaine d'hectares à Daye Bensa. Ce qui est très rare parce qu'en région Sidama, c'est une région très dense. La principale des raisons, c'est que les gens mangent de l'insecte, du faux bananier, et du coup, ça permet plus de densité, pour plein de raisons. Et donc, il y a
il y a très peu de plantations assez importantes. C'est que des petits producteurs, souvent moins d'un hectare d'ailleurs. Donc voilà. Donc son intérêt à cette personne-là, c'est qu'il peut faire des lots. Il a accès à cette plantation de 35 hectares, donc qui à terme peut être certifié bio, il peut faire tout un tas d'expérimentations. Il a suffisamment de café de sa ferme pour faire des honnies, pour faire des lavés, des natures, etc. Et donc voilà, ça offre quelque chose de différent par rapport à ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc disons que ça vient compléter Moplaco qui travaille exclusivement avec des petits producteurs, avec des volumes un peu plus faibles, quoi. Donc là, Dali Benson, l'intérêt, c'est qu'ils ont plusieurs sites. Donc on a différents, on va dire le site principal, c'est Chantaouéné. Donc ils ont plusieurs stations dans plusieurs Québec. Donc c'est des cafés, donc les natures sont vraiment assez intéressants. Parce que évidemment, on a plutôt l'habitude de voir des lavés en fait. Historiquement, c'est l'Ignala en fait. Après, vous avez il y a les grades 1, les grades 2, mais la nature, il n'y en avait pas tant que ça jusqu'à maintenant. Il y avait Moplaco qui avait lancé. Et puis là, il y a ces gens-là, donc c'est vraiment très bien. Ça permet de compléter un peu la gamme et d'offrir davantage. Et donc on est aussi sur des variétés un peu plus Sidama. Donc on a des grains très petits. On a un crible un peu différent. Et donc on a quelque chose de très gourmand. Les Sidama, c'est la sucrosité et les fruits jaunes. En gros, c'est ça. Et voilà, ça permet d'avoir une vision un peu plus holistique du Sidama. Et Gucci, du coup, pour terminer un peu pour ce panorama un peu du café qu'on travaille nous en Éthiopie, sur le Gucci, on a pas mal de choses cette année. Alors sur les Gucci, on a pas mal de choses, on a bien développé la gamme. Alors il faut savoir que Gucci, c'est le nom d'une zone et d'une appellation qui est assez vaste. Et donc ça se décompose en plusieurs petits micro-ensembles, qui sont en fait souvent le nom de ces micro-ensembles, on reprend les noms des districts des Waroda. Et donc à Gucci, on va dire que les plus réputés, les districts les plus demandés, les plus qualitatifs, c'est le Ambela, Shakiso, Uraga. Voilà, mais ensuite vous avez aussi Anassora, Kersha, Adolor. Vous avez toute une série de. Donc cette année, on a travaillé avec, pour la deuxième année consécutive, mais on n'avait pas. L'année dernière, on avait envoyé du café aux États-Unis sur les grades 1, mais cette année, on l'a fait en Europe, donc avec une station de lavage à Uraga, qui appartient à la société de Barkoumé, et le nom du propriétaire, c'est ADC Dema. Tabé Bourka, c'est ça, Jacques? Ouais. Donc là, on est vraiment c'est un profil un peu particulier. Uraga, c'est vraiment des altitudes très hautes, avec des variétés un peu étranges. Il y a des variétés jaunes, par exemple. Il y a tout ça, c'est assez curieux. Donc c'est des cafés qui ont une très grande complexité. On a des notes florales, fruitées, épicées. C'est très, très intéressant. Et leur caractéristique, c'est leur acidité qui va être très. L'acidité, ça a tendance à nous faire sécréter de la salive, ce qu'on appelle ça juicy, par exemple, ce côté rafraîchissant, très désaltérant. Et les Guji, les Uraga ont ce côté-là, ils sont très, très désaltérants, avec ces notes florales et fruitées. Enfin, c'est assez intéressant. Tadesse Dema, il est issu d'une famille. Ils sont 27 frères et sœurs, je crois. Enfin, ils sont assez nombreux. Et on travaille avec deux de ses frères. Donc son autre frère Demissia Dema, qui a lui des stations à Ambela et à Kersha. Donc on a fait cette année 3 cafés, le Tertera et le Beaucoup Abel à Ambela et le Michicha à Kersha. C'est aussi, ça vient compléter la gamme avec donc les natures
Et puis c'est assez sympa parce que c'est la même famille, enfin, c'est rigolo. À Ambella, on travaille toujours avec Metal et leur ferme de Bichan Fougou. Donc pareil, toujours, c'est une société très Metal, ça fait 3 ans maintenant, je crois, chez Belco, de mémoire. Donc c'est des gens avec qui on aime bien travailler, ils ont des très beaux cafés, ils sont très bien structurés, ils sont très, très sérieux sur les process. Donc c'est assez plaisant. Donc voilà, et puis ils ont une très belle ferme à Bichan Fougou et à Laka, en Bella. Voilà. Et à Chakiso, on continue de travailler avec Guji Island, avec Wadessa, ce qui est le nom du propriétaire, Wadessa Yachishi. Et donc là, c'est un classique chez Belco aussi, quoi. On a le côté toute la ferme de Dambiudo et les Ngadi, quoi, qui sont toujours aussi constants. Ça fait, je pense, 5 ou 6 ans qu'on achète ce café-là et on retrouve les. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans Biodo, on avait fait un travail sur les parcelles. C'est-à-dire qu'initialement, G-Island exportait du Biodo. En fait, il y avait 5 parcelles dans la plantation et ils mélangeaient tout et ils exportaient comme ça. Donc, on leur avait demandé de nous faire des lots par parcelle. Et on observe, on voit finalement voler parcelles vieillir, on voit l'impact de la maturation des arbres sur le café, c'est assez intéressant. Il y a des parcelles type Chao qui ont été plantées il y a 5 ans, étaient des arbres très jeunes, 3-4 ans, 5 ans maximum. Et donc là, aujourd'hui, on voit le café s'améliorer et je pense que c'est dû à la maturation de la parcelle, au vieillissement des arbres. Voilà, On l'aura compris, énormément de café quand même. Je pense qu'on aurait peut-être dû faire plusieurs lives pour l'Éthiopie. Juste, c'est super, merci Jacques pour tout ça. Je te propose, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, on ne voit pas trop le temps passer, de répondre aux questions, parce qu'on en a pas mal sur ce live. Donc, je vais commencer un petit peu. Alors, il y a Fabrice, qu'on adore, du caféier, qui te pose cette question. Quel poids représente Belco en volume d'achat de café de spécialité sur le marché éthiopien? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Est-ce que j'imagine pas beaucoup, parce qu'on est quand même sur des petits volumes. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? On va dire, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, c'est de l'ordre de 1%, je pense. Des cafés. En gros, en Éthiopie, les exports sur les cafés de spécialité, c'est entre 15 et 20% du total. Voilà, donc on représente 1 à 2% de ce volume voilà. de 15%. Dans les acteurs de specialty, on n'est pas forcément les plus gros acheteurs, mais on est très présent. C'est-à-dire qu'on investit beaucoup, on passe beaucoup de temps et on commence à. On doit être dans le specialty, on doit être le 2e acheteur ou le 3e. Ouais, d'accord. Donc, il y a cette notion d'implication. Ça me permet de rebondir sur une autre question de Pierre-Yves Brasseur. Bonjour, considérez-vous que votre démarche est une démarche de commerce équitable? Donc, si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Merci. Bon, voilà, on a évidemment toujours cette notion de label. C'est une bonne question. Je crois que l'intitulé de ce poste, c'était From Local to Global. En fait, la signification de ça, c'est, Delphine pourra vous en parler bien mieux que moi, parce que c'est sa spécialité, mais en gros, l'idée, c'est que ce sont des pratiques locales qui nourrissent des concepts globaux, et pas l'inverse. La démarche du commerce équitable, les grands labels, c'est on part d'un concept global et on le plaque sur des réalités locales. Donc évidemment, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Un bon exemple, c'est que nous, acheteurs de café de spécialité, on achète des cafés bien au-dessus du cours du marché et bien au-dessus de la limite fixée par les acteurs du commerce équitable, type Max Havelaar, etc. Ça ne veut pas dire que c'est équitable. Je ne sais pas, par exemple, le seuil de rentabilité pour produire un goodie grade 1, il est je ne sais pas, mettons à 3 $ la livre. Si vous achetez à 2,90, qui est presque 2 fois et demi le cours du marché, plus de 2 fois et demi le cours du marché, vous pouvez prétendre être équitable, sauf que la personne qui vous vend du café perd de l'argent. On est d'accord?
Donc, notre démarche, quand on a, moi je suis l'acheteur pour le café Éthiopie Belco. Donc, je fais les achats avec Angel et puis évidemment tous les autres départements. Mais un de nos soucis premiers, c'est de comprendre, de comprendre comment travaille le producteur, de comprendre ses coûts et d'être capable de lui offrir un prix qui lui permette de gagner de l'argent en fait. Donc d'avoir de payer ses frais plus une marge, quoi. Donc on a tout ce travail de terrain, il sert aussi à ça. Donc on a une pratique on a une démarche équitable, on va dire, mais qui est basée sur les pratiques locales et sur la spécificité des produits qu'on demande. C'est-à-dire qu'évidemment, pour produire un grade 1, ça coûtera plus cher que de produire un grade 4. Donc les coûts de revient d'un goodies grade 1, le coût est plus élevé, il peut être très haut, parce qu'on sélectionne telle parcelle, telle cerise, etc. Donc on est… voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, c'est très clair. J'ai une autre question d'un spectateur anonyme qui me demande, évidemment, on a parlé quelques fois de café de forêt, mais finalement, sans en parler vraiment, est-ce que tu peux rapidement, ou en tout cas nous rappeler quelle est la marque café de forêt qu'on a créée chez Belco? Et évidemment, le principe. Alors, on en a pas parlé aussi parce qu'il y a un programme sur le Mexique mercredi. Et là, il y aura un gros focus sur les cafés de forêt. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas trop parlé cette fois. Alors, le café de forêt, c'est une marque. Et en fait, donc ça a été créé… à l'époque, on avait fait ça avec… c'était Emmanuel Barrera et moi-même. On avait lancé le projet. Aujourd'hui, c'est plus moi qui m'en occupe des cafés de forêt. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu pris… Voilà, ça sera beaucoup mieux d'écouter le live sur le Mexique. Live sur le Mexique. Mais je peux dire deux mots rapidement. C'est une marque qui vient un peu mettre le focus sur le système agroforestier éthiopien, qui sont un peu spécifiques, qui s'appelle la semi-forêt. Et donc voilà, donc ça vient mettre un focus là-dessus parce que c'est un système original de produire. Ça produit aussi des cafés. Alors, c'est quand même toujours compliqué ça fait partie des projets qui vont être lancés, là, mais d'essayer de démontrer tout ça. Il y a quand même des complexités particulières dans les tasses, il y a des profils aromatiques, il y a des façons de travailler différentes. Et donc, on nous a semblé que c'était quelque chose à mettre en lumière. Rapidement, pourquoi il faut le mettre en lumière? Le café, la semi-forêt, ça utilise les forêts, les forêts, on va dire, sauvages ou préexistantes à la plantation de caféiers, comme cadre à la culture du café, des caféiers. Et donc, du coup, il y a une biodiversité assez importante, il y a des savoir-faire très spécifiques dans la sélection des essences, etc. Et donc, il y a une dimension d'héritage à la fois naturelle et humaine, des savoir-faire. Donc, ça combine les deux. Ça rend la forêt productive, donc ça fait créer de la valeur à la forêt. Et donc, quand on la rend productive, on la préserve. C'est-à-dire qu'on est dans des contextes où il y a des fortes pressions démographiques. Les gens, n'importe quel paysan, il doit manger, nourrir sa famille. Donc, si la forêt ne produit pas de valeur, produit rien pour lui, il y a un grand risque de déforestation pour planter des céréales. Je ne sais pas. Donc, il y a une dimension d'héritage, de production et du coup de protection. Donc, c'est un peu un triptyque. Et tout ça se fait, et tout ça dans le cadre… c'est à la fois… c'est pas comment dire… Les hommes sont présents dans ce milieu, quoi. Donc, on n'a pas d'un côté… C'est pas juste quelque chose un focus environnemental sur les arbres, c'est sur des savoir-faire, voilà ce que je voulais dire. Je sais pas si… Vas-y, Julien.
On a également une question, là c'est un peu en lien avec le sujet précédent, sur la rémunération d'un spectateur anonyme, toujours le même. Avez-vous un contrôle sur la rémunération entre le producteur et la station de lavage? Non, on n'a pas de contrôle et puis je ne sais pas qui en a d'ailleurs. Euh, non, non, bah c'est. Alors après, il y a des coûts au niveau des WORODA. Il y a des contrats, ces fameux contrats d'outbrewers. Quand un collecteur signe un contrat avec un producteur, il s'est contractualisé. Il y a cette histoire de second paiement, etc., etc. Mais disons que non, moi j'ai pas de, je suis pas inspecteur du travail éthiopien, je suis pas. Donc c'est quand même c'est des choses très compliquées en fait, très compliquées. Alors il y a est-ce que c'est possible déjà? Parce que parce qu'on est dans un contexte différent. À la fois dans la comptabilité, etc., c'est forcément différent de ce qu'on peut retrouver c'est pas une logique bureaucratique, on va dire, qu'on peut retrouver en Europe, qui rendent les labels opérants, c'est-à-dire que, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce qu'on a la légitimité pour le faire? Est-ce que, voilà, c'est quand même des choses compliquées, c'est très intrusif. Euh, euh, voilà, donc, par contre, c'est des choses qu'on essaye d'évaluer quand on travaille avec quelqu'un, la façon dont sont traités les travailleurs, on pose des questions, quoi. Mais on va dire, personnellement, c'est quand même un terrain assez dangereux. Voilà. Le point de départ, c'est quand même que pour faire de la qualité, il faut des compétences. Pour que ces compétences travaillent pour vous, à un moment donné, il faut payer. Enfin, c'est ce que je ne sais plus dans le poste je crois que c'était au Salvador, et je crois que c'était Milo qui disait qu'il ne trouvait plus personne pour travailler dans les cafés, dans les cafés culture. Donc là, c'est un peu pareil, hein. C'est qu'à un moment donné, si vous voulez faire de la qualité, c'est quelque chose qui demande du travail, des savoir-faire, et ça se paye. Et donc nous, le levier qu'on a, le principal levier, c'est le prix d'achat. D'où l'importance, très attentif au coût de revient de la personne avec qui on signe le contrat, parce qu'évidemment, si on lui signe avec un prix, il aura des pâquerettes, et voire en dessous de ce qui est son coût de revient, bah, il n'aura pas les moyens. Enfin, c'est un effet pervers dans toute la filière. L'action qu'on a en tant qu'acheteur, sourceur, importateur, c'est ça, c'est de donner un prix qui permette qui permette à l'exportateur de pouvoir rémunérer correctement les gens. Après, est-ce que ça se passe dans la réalité? C'est quand même compliqué. C'est un sujet très, très, très complexe, et surtout, il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte. Voilà, C'est très honnête comme réponse, Jacques. De toute façon, on peut pas. Vas-y, Julien, mais voilà, on peut pas savoir tout. C'est pas possible. Non, par contre, notre responsabilité, c'est d'offrir un prix. Alors, un bon exemple cette année, c'est sur le Niala. Les prix ont explosé. On n'a pas cherché, on aurait pu trouver moins cher, hein, toujours moins cher sur le marché. Mais on a essayé de comprendre pourquoi il y a eu de l'inflation, cette inflation-là, et puis comprendre si c'était voilà, si c'était justifié finalement ou pas. Et c'est pour ça qu'on a décidé cette année, les prix des Niala ont augmenté fortement, c'est parce qu'on a joué le jeu. On est rentré. Alors effectivement, on aura des concurrents qui vont venir avec des cafés à 1, 2 euros, avec la même appellation, le même grade. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais nous, on a préféré jouer le jeu et donner les moyens aux gens avec qui on travaille de pouvoir en avoir un effet bénéfique sur la filière. Voilà. C'est notre responsabilité en tant qu'acheteur. Elle est là, en fait, sur les histoires de prix. C'est de payer un prix qui... Ouais. Ok. Merci Jacques. Alors, on va poser une dernière question. Je suis vraiment désolé parce qu'il y a beaucoup de questions sur ce live. Évidemment, on n'a pas eu le temps de poser toutes ces questions. Donc, il y a une dernière question de Fabrice qui est intéressante puisque finalement, elle vient un peu conclure notre entretien. Merci Jacques, merci Julien hein, de s'être prêté évidemment à ce super live autour de l'Éthiopie. Donc, quelles sont les orientations finalement futures? Donc, c'est Fabrice hein, du Caféier, en privilégiant des variétés endémiques, point d'interrogation, en impulsant de nouveaux process, plus de honey,
vers plus de durable, qualitatif, exemple café de forêt. Quelles sont un peu les orientations de l'agence Éthiopie pour l'avenir? Il y a un peu de tout ça. Ouais. Alors, les variétés endémiques en Éthiopie, il n'y a que des variétés endémiques. Donc ça, Oui, alors non, mais des variétés plus identifiables ou ah oui, identifiables, oui. si je puis me permettre. Enfin, je rebondis là-dessus. Et ça, c'est une très bonne question parce que c'est. Enfin, sur les variétés, on, on réfléchit beaucoup chez Belco sur la définition de café de spécialité. Je crois que j'ai pu comprendre dans les lives précédents. Et ce que j'ai dit tout à l'heure sur les pratiques locales qui nourrissent les concepts globaux, c'est que le café spécialité en Éthiopie, l'approche sur les variétés est spécifique, quoi. C'est pas ce qu'on pourrait trouver au Guatemala. Et donc, pourquoi on a cette situation sur les variétés en Éthiopie? C'est aussi parce que historiquement, les producteurs allaient prélever directement les caféiers dans les forêts sauvages alentour, quoi. Et donc, ils ne faisaient pas ça n'importe comment, ils sélectionnaient, ils observaient l'arbre qui donnait le plus. C'est un processus de sélection, en fait, domestication de variétés sauvages. C'est d'ailleurs l'Éthiopie est un des rares endroits dans le monde qui a, comment dire, de zone de domestication de plantes. On n'a pas tant que ça, il y a le croissant fertile, il y a en Amérique centrale, et puis il y a l'Éthiopie sur le café, justement. Donc il y a un travail de sélection des caféiers, mais on ne sait pas les nommer, en fait. On l'a pris parce qu'on a vu qu'il résistait à telle maladie, parce qu'il était productif, etc. Et donc, sur une parcelle, il y a toujours d'un demi-hectare, il n'y aura jamais une variété. Non, traditionnellement, il y aura toujours 3-4. Et après, donc voilà. Donc c'est aussi ce qui peut expliquer une certaine complexité dans les tasses éthiopien. C'est-à-dire qu'on n'a pas de monovariété et on a des. Donc on essaye. Alors par exemple sur les gens du CAFA, sur les 2 nouveaux cafés du CAFA, on connaît les variétés. Donc il y a un monovariété et un autre qui est un blend de variétés parce que c'est des nouvelles plantations. Et donc Zenabo, quand il a planté ses caféiers, il a une certaine organisation. Donc il a une trace de tout ce qu'il a fait, donc il peut dire ce qu'il a planté. Voilà. Ouais. Sur les projets, en tout genre, il y a un gros travail sur le. C'est pas tellement moi qui le fais, plutôt c'est le travail de Delphine d'ailleurs, sur la durabilité, justement, toutes les questions sur les coûts de revient, sur le développement de la marque Café de Forêt, sur voilà, toutes ces choses-là, des projets un peu plus sociaux. Évidemment, en ce moment, c'est un peu en stand-by. On était censé recevoir des étudiants d'AgroParisTech et puis de Jima University. Tout est arrêté. C'est un peu repoussé l'année prochaine. Voilà. On est un peu dans l'attente. Mais disons qu'on travaille sur ces dossiers-là. Et après, l'autre gros point, l'axe de développement de l'agence, ce sera aussi on va avoir un rayonnement un peu plus régional, c'est-à-dire pour les pays environnants, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, Burundi essentiellement. Donc on a commencé là cette année à travailler au Kenya. Donc ça sera l'objet du live de mercredi. Eh ben, écoute, Julien, tu veux Ouais. dire je t'écoute. On a une dernière question et puis je pense qu'on va terminer là-dessus. Une question de Mélanie Badet, que l'on salue. À savoir, est-ce qu'on a une visibilité sur l'état des parcelles des cafés estate, âge des caféiers, état de santé, type de sol? Et si oui, est-ce qu'on utilise cela dans un objectif de durabilité? Oui, bien sûr. Là, dernièrement, il y avait un problème de nez sur un champignon, sur des feuilles, sur des lichens, exactement, c'est pas un champignon, excuse-moi. Bref, sur des lichens qui étaient présents sur des feuilles, donc on a essayé de comprendre ce qui se passait et d'apporter une réponse. Bien souvent, il faut quand même voir que, alors il ne faut pas idéaliser la chose, hein, mais quand même, beaucoup de ces producteurs, c'est des gens qui font du café depuis, qui ont des savoir-faire et qui ont des savoir-faire hérités. Donc ils ont une grande expérience, ils ne savent pas forcément le formuler. Donc ils ne vont pas savoir faire un PowerPoint pour présenter la chose, mais par contre, ils savent très bien ce qui se passe dans leur parcelle. Après, il ne faut pas idéaliser, il y en a qui. Par exemple, typiquement, les âges de caféiers, c'est un très bon exemple parce que pourquoi vous devez replanter régulièrement, c'est pour des questions de rendement. Après, le rendement, dans le cadre de polyculture, c'est un arbitrage. C'est-à-dire le travail, vous allez le mettre
En principe, on doit replanter tous les 20 ans, etc., dans un cadre productif, intensif, etc. Si ma parcelle de caféier continue à donner mes caféiers en 25 ans, 30 ans, j'ai un peu moins de production, mais j'ai moins de travail. Si je dois tout replanter, je vais perdre des revenus pendant 3 mois. Je dois tout couper, je dois tout replanter, etc. C'est quand même beaucoup de travail et sans revenus pendant 3 ans. J'accepte d'avoir un peu moins de rendement, de mettre mon travail, mes efforts dans ma parcelle de, je sais pas, de teff, de blé, sur mes N7, sur de l'avocat. Et puis, donc, il y a ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Elles doivent être adaptées à chaque contexte. Mais on fait un suivi, quoi. Et on essaye de c'est pour ça qu'il y a Chambé, Choufa et Marjorie en backup pour essayer d'apporter des réponses à des questions qui se posent ou des améliorations possibles. Voilà. Ok. Super. Eh ben, merci à vous deux. Merci Jacques de t'être prêté à cet exercice du live. On est vraiment ravis. Moi, je suis super content. Je trouve que c'était vraiment une très bonne opportunité aussi d'avoir ce temps-là pour pouvoir discuter avec toi sur l'Éthiopie, sur le travail de l'agence, tout le travail de terrain qui est effectué, tous les projets. Jacques, nous, on se retrouve après-demain matin, mercredi matin pour le Kenya. Julien, merci pour tes questions et d'être venu, etc. Et écoutez, là, il est 10h21. Vous avez le temps un petit peu de respirer, peut-être prendre une douche, j'en sais rien, si vous n'êtes pas prêt, puis prendre un bon café. Et à 11h, c'est reparti pour un nouveau live avec Marjorie et Jacqueline Ovalet sur le Guatemala et avec en point d'orgue un peu le travail aussi de toutes les femmes qui travaillent dans le café. Donc, un super sujet très intéressant donc, dans 40 minutes. Je vous remercie à tous et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous. Bonne journée.